Bonjour Bernard Ourcade, vous Bonjour. êtes spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Je le disais lors du sommaire, le président iranien est mort dans un accident d'hélicoptère dimanche dernier. Pour revenir sur cette mort brutale et soudaine, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que c'est un accident? Il y a une enquête qui a été ouverte. Tout à fait. Une enquête après la mort d'un président, c'est normal. La question qu'on peut se poser, c'est non pas pourquoi cet hélicoptère a eu un accident, mais pourquoi il y a encore des hélicoptères qui volent en Iran. Dans Pourquoi la vous dites mesure, ça? parce que les hélicoptères iraniens ont été souvent achetés par l'Iran ou construits avant la révolution iranienne en 77-78. Ils ont 50 ans d'âge. Les hélicoptères américains, Bell, Mhm. d'excellente qualité. Mais après 50 ans, et l'Iran étant sous sanctions internationales, notamment sur les pièces militaires, il n'a pas été possible de rénover ces appareils. C'est le cas des hélicoptères militaires, mais également des avions civils, Boeing ou Airbus, qui sont confrontés à ce genre de choses. Et on sait que 15 jours, il y a seulement 15 jours, le Mhm. vice-président de la République iranienne, qui est actuellement vice-président par intérim, avait fait un communiqué disant l'hélicoptère de la présidence est tellement ancien, nous avons demandé aux Russes de nous en vendre deux, et les négociations étaient en cours pour que la Russie leur vende deux hélicoptères modernes. Donc, on peut tout imaginer, tout est possible, mais A priori, c'est donc plutôt l'état de l'hélicoptère qui est mis en cause et puis, bien sûr, les conditions oui, climatiques, puisqu'il y avait énormément de de brouillard, de brouillard neige, de et de tempête. neige et de Et donc tempête. certains disaient justement que le problème n'était pas tellement l'hélicoptère lui-même, mais le fait qu'il n'était pas équipé d'instruments qu'il y a actuellement pour pouvoir voler par temps d'obscurité ou temps très Mhm. difficile, parce qu'il n'avait pas ces équipements sophistiqués dont on dispose aujourd'hui. Et donc un pilote sérieux aurait dû dire, Monsieur le Président, on ne décolle pas pour l'instant. Peut-être Or, ils ont qu'il- essayé de décoller quand même. ils ont peut-être, oui, peut-être qu'il n'a pas osé. Euh, Oui, je ne connais pas les rapports entre le président de la République islamique d'Iran et son pilote d'hélicoptère, mais finalement, la priorité a été donnée, on y va. on y va. Des milliers d'Iraniens rendent hommage aujourd'hui même donc à ce président défunt qui sera enterré demain, jeudi, dans sa ville natale. Est-ce que sa mort fragilise le pouvoir des mollahs? Fragilise, oui, dans mesure où la disparition soudaine d'un président de la République, forcément, change les données. Mais d'abord, sur le nombre d'Iraniens qui assistent aux obsèques, Et ils qui sont des défile milliers. aujourd'hui à Téhéran, on le voit Oui, à vous avez l'image. là un bon cadrage. Bon, il y a 10 000, il y a 20 000 personnes, 30 000 personnes. Ce ne sont pas les 2-3 millions de personnes qui manifestaient lors de la Révolution. Et ce ne sont pas surtout les quelques millions d'Iraniens qui, dans toutes les villes d'Iran, avaient manifesté lors des funérailles du général Soleimani qui avait été assassiné par les Américains en janvier 2020. On avait assisté de façon très surprenante, au-delà des hommages officiels, à une mobilisation populaire qui avait soutenu ce général qui n'était pas forcément aimé, mais qui représentait un peu la nation iranienne, l'armée iranienne. Et donc, il y avait eu un soutien populaire tout à fait surprenant. Pour Raïssi aujourd'hui, il y a du monde dans la rue. On a décrété jour férié, tous les fonctionnaires ont été obligés d'y aller. Bref, il y a une mobilisation, ce qui est normal de la part d'un gouvernement aussi démocratique. Mais Vous dites ça avec ironie, bien sûr, je le précise. exactement, j'espère que vous avez compris. Il faudrait voir maintenant, en dehors des lieux où il y a eu ces rassemblements, ce qui s'est passé dans les villes où il n'y a pas de cérémonie d'enterrement. Mmh. Je note également que la cérémonie a lieu devant l'université de Téhéran. Ce sont des rues assez étroites, un périmètre assez réduit, et non pas dans le grand périmètre de la prière du vendredi habituel, où Où peut-être les la avenues foule sont plus aurait été larges, c'est dispersée. ça? Donc Donc, c'est pour ça que vous parliez de cadrage tout à l'heure, oui, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y a pas mal de monde, mais peut-être mais pas tant que le ça, comme soutien vous le populaire n'est rappelez. pas là. Le soutien officiel est là, ce qui est normal. Soutien populaire, il faudrait le vérifier, disons. Le vrai chef en Iran, en réalité, c'est pas tout à fait le président, c'est le guide suprême parce que, rappelons-le, l'Iran, c'est une théocratie. Le guide suprême, c'est l'ayatollah, Ali Khamenei. Le président et le guide étaient très proches. Le guide envisageait le président comme un successeur, c'est ça? Alors, ce qui est intéressant avec Ramenei et Raïssi, c'est deux personnages qui étaient très proches l'un de l'autre. Raïssi, en fait, n'est pas un théologien, c'est pas un idéologue, c'est pas un intellectuel, c'est un apparatchik. Et d'ailleurs, Absolument. dans l'hommage qu'il lui est rendu, c'était un excellent, fidèle serviteur de l'État, de Un l'administration, très bon un très bon fonctionnaire. fonctionnaire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Monsieur Raïssi, quand il était jeune procureur de la République, on lui a dit tue, massacre des gens, il a massacré. On lui dit construis des routes, il construit des routes, inaugure un barrage, il inaugure un barrage. Il fait le boulot, il a très bien fait le boulot qu'on lui demandait de faire. Et c'est la première fois qu'il y avait autant de proximité entre le guide et le président. D'habitude, le guide, ne pas l'oublier qu'il est guide depuis 1989. Et il est ministre pratiquement depuis la Révolution, depuis 79. C'est un homme qui a 85 ans, hein. 85 ans, mais il est toujours bonne tête, bon œil,
les idées claires, et c'est l'homme politique au monde qui a la meilleure expérience politique. Je ne pense pas qu'il y ait au monde un autre chef d'État qui règne depuis autant de temps, c'est ça? Qui a depuis autant de temps, un pays qui n'est pas rien, avec tant de guerres, tant de difficultés, tant de problèmes, et il l'a géré à sa façon, mais de façon cohérente. Donc cette osmose existait. Vous posez la question tout à l'heure, est-ce que ça fragilise le régime? Peut-être parce que le futur président, qui sera élu le 28 juin prochain, quel qu'il soit, n'aura jamais la proximité que Raïssi et Khamenei avaient jusqu'à maintenant. Il y aura forcément des différences. Donc l'immobilisme n'est plus possible. Il y aura forcément un mouvement qui va se déclarer parce que les deux ne seront pas totalement en phase, même si évidemment il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de révolution. Il est en bonne santé parce qu'il y a des rumeurs quand même sur son état de santé. On dit qu'il préparait d'ailleurs sa succession en choisissant Raïssi qui vient de décéder. Donc. Oui, le choix de Raïssi, on le valorise maintenant, ce n'est pas du tout dans les tuyaux. C'est un personnage qui pouvait être élu, mais il faut dire que le guide est élu par un conseil de 88 personnes qui vient d'être renouvelé maintenant. Mais 1000 personnes peuvent être élues guide, on ne sait pas quelle est la fonction. Et les choses en Iran se passent de façon consensuelle. Le guide n'est pas un dictateur. J'ai dit quelquefois, hélas, l'Iran n'est pas une dictature, en ce sens avec quelqu'un stalinien qui décide que. Parce qu'ils ont besoin du soutien de multiples forces qui constituent la République islamique. Soutien des gardiens de la Révolution, des services de sécurité, des milieux économiques, des milieux religieux, de la population aussi. Et donc, c'est tout un algorithme assez compliqué qui se met en place et dont la succession du guide, c'est une grande question, mais à mon avis, elle n'est pas prioritaire. On dit qu'il est malade. Oui, mais ma foi, il se porte très très bien. Et si tout le monde se portait aussi bien à 84 ans, ce serait bien. Donc pour vous, si je comprends bien, le jeu est assez ouvert, c'est ça, pour cette présidentielle qui va se dérouler le 28 juin? Parce qu'il n'y a pas le choix? Question ouverte. A priori, vous savez qu'en Iran, le Conseil constitutionnel, le Conseil gardien de la Constitution, sélectionne les candidats. Il faut éliminer les mauvais candidats. Et donc, quelquefois, il y a des surprises. Et il ne sélectionne que 2 ou 3 candidats crédibles. La première hypothèse, c'est qu'ils vont garder uniquement les conservateurs en place, des gens qui sont compatibles avec le guide, avec la politique actuelle, sans changement. Et de ce point de vue-là, il y a 2 candidats possibles, il y a 2 tendances. Une qui sont conservatrices, et l'autre qui est conservatrice, et l'autre qui est révolutionnaire. Mhm. Révolutionnaire, ça veut dire en Iran des gens quoi qui sont conservateurs, pour le Chador, pour 1000 choses, mais qui veulent que ça bouge, qui sont un peu réalistes, pragmatiques. D'autres qui disent on ne bouge pas, on est ferme. Ces 2 tendances conservatrices sont en place. Elles se sont battues récemment pour les élections au Parlement qui viennent de se terminer il y a un mois. Qu'est-ce qui va en sortir? On n'en sait rien. Question qui va se poser, c'est est-ce que le guide et le Conseil constitutionnel iranien, le Conseil des gardiens, vont autoriser quelques démocrates, entre guillemets, quelques partisans de l'ouverture, d'être candidats? On pense en particulier à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohammad Zarif, qui avait négocié l'accord sur le nucléaire en 2015, donc un partisan de l'ouverture. S'il était candidat, il aurait certainement un soutien. Aurait-il un soutien populaire? Ce n'est pas évident parce que beaucoup de gens sont détournés des élections, ne croient plus dans le régime. Il y avait 42%. Il y a beaucoup d'abstention, hein. Il faut le rappeler, 59%, c'est ça? 59% aux dernières élections. Première fois, c'est un record d'Iran. Alors qu'il y avait toujours eu un soutien populaire, malgré tout. Là, ce n'est plus le cas. Est-ce que les Iraniens iraient voter s'il y avait un candidat d'ouverture? Je n'en sais rien. C'est la grande question qui se pose. Donc, à l'intérieur du camp conservateur d'abord, avec mouvement ou pas mouvement. Cette idée de l'ouverture, c'est le pragmatisme, en fait. Oui. Parce qu'ils savent on va revenir dessus, mais il y a un mouvement de contestation profond en Iran. C'est une société qui bouge. C'est une population qui est très jeune également. Donc ils prennent en considération ça, les mollahs? Ça fait partie du rapport de force. Quand il y a eu les émeutes des jeunes femmes et jeunes hommes, il y a 2 ans, de Mahsa Amini qui a été morte en prison, mouvement Femme, Vie, Liberté, ils ont eu un peu peur au début. Parce que qui manifestait? Des filles ordinaires. Ce n'étaient pas des militantes pro-occidentales ou non, c'était des gens tout à fait ordinaires, qui étaient allés à l'école, qui passaient le bac, etc. C'était leurs propres enfants. Donc ils se sont dit, si ces gens-là s'associent avec les institutrices qui étaient en grève, avec les ouvriers du pétrole, avec une société qui bouge, ça pourrait être dangereux. Donc ils étaient contents finalement de voir que ça s'est resté à un niveau uniquement culturel. Mais ils ont besoin de soutien populaire, ça fait partie des ingrédients. Donc, pour rester en place. Pour rester en place. Et se maintenir. Et se maintenir. Ils sont réalistes et pragmatiques. C'est pour ça que ça fait 45 ans que ça dure. Il faut pas insulter son adversaire. Il faut regarder et le regarder avec sérénité. Insulter les gens ne sert à rien.
Il faut regarder ce qui se passe et c'est beaucoup plus compliqué que de dire « Ah bah les mollahs, ils sont méchants, les gardiens de révolution sont très méchants ». Ça ne veut rien dire, ça. Oui, c'est trop Regardons la binaire. réalité. Est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations dans les prochains jours? On a vu ici et là des feux d'artifice pour Oui. célébrer la mort du président. Feux d'artifice, je peux vous envoyer deux fusées à Paris, ça fera avec une vidéo et Mm, le tour du monde. mm. Non, c'est négligeable. Ça ne représente pas, à mon avis, un rapport de force. Même si des gens disaient le boucher de Téhéran, celui qui a massacré des milliers de personnes en 88, s'il est parti en enfer, bon, tant pis pour lui. Mais ce n'est pas un phénomène. Quant à des troubles politiques ou sociaux plus graves, il y a une campagne électorale qui va commencer. Dans tous les pays, une campagne électorale mobilise tout le monde et ce n'est pas un moment favorable à des mouvements sociaux. D'accord. Est-ce que le mouvement, on l'a évoqué, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui avait donc démarré, on le rappelait, en septembre 2022 avec la mort de Mahsa Amini, se poursuit? Oui. Est-ce que la répression existe toujours vis-à-vis de ces femmes qui veulent ne plus porter le tchador? Le- Et quel est le bilan finalement de ces morts? Il y a des morts, beaucoup de Absolument. morts civiles. Hein. D'abord, ce mouvement n'a pas commencé avec Mahsa Amini, il a commencé bien avant. Hein. Il a toujours existé, je dirais. Mhm, Et donc, depuis 3-4 ans, avant même le drame de Mahsa Amini, mhm. le port du voile était de plus en plus léger en Iran. Dans certains quartiers, évidemment. Mais une amie à qui je téléphonais, c'était 2 ans avant le mort de Mahsa Amini, elle me dit sur WhatsApp, mais regarde, je me promène dans le parc, j'ai pas de foulard sur la tête, regarde sur WhatsApp dans le parc. Et autour d'elle, Et des c'était le cas d'autres femmes. Deux c'est ça? femmes qui avaient les enfants, se promenaient, habillées décemment. Donc, et maintenant, c'est la même chose. La répression continue parce que pour les plus radicaux, c'est inadmissible ce genre de choses. Mm, Il faut arrêter le fleuve. mm, Et ce fleuve, on ne peut pas l'arrêter, c'est une évidence. mm. Ils ont mis en place ils ont restauré la police des mœurs. Il y a 2 camions qui arrêtent les femmes, les emprisonnent, les battent, etc. C'est dramatique. Mais il y a 85 millions d'habitants en Iran. Hein. Et donc, la répression n'est absolument incapable d'arrêter un tel mouvement. Sur le plan des relations internationales, on sait que la présidence Raïssi a vu un rapprochement avec la Russie et la Chine, une confrontation avec Israël, avec la guerre qui se passe actuellement avec Gaza. Est-ce que la mort du président pourrait avoir un impact sur ce qui se passe à Gaza, où finalement, voilà, tout reste en place, puisque le guide suprême qui dirige l'Iran est toujours là? Alors, il est certain que l'élection, je le disais tout à l'heure, ne changera pas fondamentalement les choses. Cela dit, des nuances peuvent apparaître. Or, on le sait, dans les relations internationales aujourd'hui, c'est question de nuances. Mm. 1 gramme d'un côté, 1 gramme de l'autre fait penser la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, concernant Gaza, il est intéressant que la parade militaire de 350 drones et missiles envoyés à 1500 km de l'Iran, depuis le territoire iranien, touchant leurs cibles, et Israël n'a dû sa sauvegarde qu'à l'aide française, américaine, anglaise, etc. C'est un événement unique dans l'histoire militaire mondiale. L'Iran a montré qu'il était capable de faire cela. Et donc la prochaine fois, s'il le fallait, c'est pas 350, c'est 1000 drones et missiles qui partiraient. Et si c'est pas nécessaire, l'arme atomique, elle est là. Hein, si vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. Donc prenez-moi au sérieux. Oui, c'était le message envoyé. message. Prenez-moi au Prenez-moi au sérieux. sérieux. Sinon, c'est pour cela que les Américains, tout de suite, et alors où nous parlons, ils sont en train de discuter avec les Américains et les Iraniens à Oman du nucléaire, parce que l'Iran a donc fait cette démonstration en matière de missiles, et c'est remarquable du point de vue technologique et militaire, mais passer au nucléaire serait une étape très dangereuse. Mais ils en sont où justement du nucléaire? Les Iraniens, ils sont proches? Les ingénieurs iraniens ont été capables de mettre au point des fusées qui mettent des satellites sur orbite. Ils ont été capables de faire des engins. 350 ont atteint 1500 km de là, les cibles quittées. Donc une technologie qui est faite. Preuve est faite que les ingénieurs iraniens n'auront pas de problème pour fabriquer une arme atomique s'il fallait la fabriquer. Malgré les sanctions? Malgré les sanctions. Ils ont été capables de faire cela sous sanctions économiques. Donc le rapport de force est là. Donc c'est un élément tout à fait nouveau. Les événements de 14 avril, ces missiles contre Israël, c'est pas contre Israël. C'était un message au monde entier. Un message à tout le monde et aux voisins saoudiens. Aux voisins saoudiens. Mes chers voisins, nous allons nous rapprocher, mais sachez que j'ai cette capacité. Hein. Donc soyez raisonnables dans vos revendications. Et c'est dans un équilibre, tout cela, avec l'Arabie saoudite et Israël. Là, Israël voudrait des relations avec l'Arabie saoudite. Les Iraniens ont dit, on n'a pas le choix, mais qui est une question, une évolution sur les Palestiniens. C'est Israël contre la Palestine. Et donc, disons aux Saoudiens, si vous ne faites pas quelque chose pour la Palestine, je bloquerai d'une façon ou d'une autre votre rapprochement avec Israël. Tout cela, c'est des billards à 4 bandes ou à 5 bandes ou à 10 bandes. D'équilibre très fort. Mais c'est très sensible aujourd'hui. Et la mort de Raïssi
complique un peu les choses, parce qu'en Iran, selon celui qui sera élu le 28 juin, il faudra remettre en place des équipes. Ça, ce n'est pas une bonne période. Dernière question, la France a 4 otages en Iran, dont Cécile Collère et son compagnon Jacques. Ils sont incarcérés depuis, depuis 2 ans. On a commémoré ça le 7 mai. D'après vos informations, des négociations sont en cours? Il n'y a pas de négociation directe. Mais la tradition iranienne funeste de prendre en otage des étrangers pour des questions politiques est absolument inadmissible. C'est un business aussi, hein, pour C'est les un Iraniens. business. L'Iran veut être respectable. On est d'accord pour respecter l'Iran, mais l'Iran n'est pas respectable, il faut bien le dire. Et de prendre des professeurs ou des touristes en otage est parfaitement inadmissible et contre-productif, il faut bien dire. Et les relations entre l'Iran et la France pourraient être bien améliorées s'il n'y avait pas cela. Si l'Iran libérait ses otages, ça permettrait, et ce serait l'intérêt de l'Iran à mon avis, de permettre à ce que la France, qui a un rôle international non négligeable dans la région, puisse jouer un rôle, non pas pour l'Iran ou contre l'Iran, mais un rôle constructif pour essayer de ramener un peu de stabilité dans la région. Il y en a bien besoin. Merci beaucoup Bernard Hourcade pour vos réponses et votre éclairage. On suivra bien sûr ces événements et la présidentielle qui se déroulera donc le 28 juin prochain. Merci à vous.